Bonjour à toutes et à tous. La grande tribune de la relance continue. Nous sommes avec Marie-Ange Debon. Bonjour Marie-Ange Debon, vous êtes la présidente de Keolis. On va parler de transport, de mobilité durable, de l'après-crise Covid. Enfin, on n'y est pas encore tout à fait, mais on est aux rencontres économiques d'Aix et participer à ces rencontres. Est-ce que vous sentez, comme tout le monde, au dehors d'entendre le chant des cigales, est-ce que vous sentez le vent de la reprise économique ? Oui, il y a un frémissement, une volonté collective en tout cas de reprise économique et pas de croissance économique sans transport collectif. Donc pas de croissance économique durable, inclusive, sans transport collectif. Donc on est au cœur de la reprise. Alors qu'est-ce que vous, chez Keolis, vous avez tiré comme leçon de cette crise, même si elle n'est pas complètement terminée, il y a encore ces craintes sur les variants. Qu'est-ce que vous avez constaté à la fois comme changement qui pourrait durer de façon conjoncturelle et structurelle qui pourrait durer? Le transport n'est pas encore revenu à son niveau de crise, donc la fréquentation est plutôt encore en baisse, même si on a bien reprogrammé. Vous êtes à quel niveau à peu près 80%? On est autour, oui c'est ça, dans les 75-80% en France, parce qu'il y a des pays où on est à 100%, d'autres où on est en dessous, donc la France est en position intermédiaire. Donc la question c'est comment on s'assure qu'il n'y a pas d'inquiétude sur le risque sanitaire dans les transports collectifs. Puis après, je pense qu'au fur et à mesure que la vie sociale, la vie économique va reprendre, tout le monde va retrouver le chemin du transport collectif, parce que c'est quand même le moyen le plus efficace, le plus abordable d'assurer sa mobilité. Absolument. Alors, on en parle beaucoup aux rencontres économiques d'Aix. Des changements de paradigme sont peut-être en cours. On parle de la ville durable, du zéro carbone, de l'accélération de ces changements. Ils étaient déjà à l'œuvre avant le Covid. Les derniers rapports sur le climat sont plus alarmistes que jamais. Est-ce que vous pensez que l'heure est venue d'investir vers une mobilité décarbonée beaucoup plus vite peut-être même qu'on ne l'anticipait avant la crise? D'abord, on a une mobilité décarbonée naturelle parce que les transports collectifs, c'est beaucoup moins polluant que la voiture individuelle, quel que soit le mode de transport collectif, le tram, le tramway, le bus, même un bus diesel est moins polluant au kilomètre passager que c'est des ratios de 1 à 50. Mais petit concurrent chez Blablacar, ils disent qu'à partir de 8 personnes dans un bus, c'est plus rentable. Un point de vue environnemental ? Un point de vue environnement. Ah non, un bus, les ratios, c'est avec un bus et une voiture, c'est de 1 à 5. Après, mais par rapport à une voiture individuelle. Oui, par rapport à une voiture individuelle. Et après, Keolis, c'est aussi un opérateur de tram et de métro. Là, on est dans des ratios de 1 à 100. Donc en termes de CO2 au kilomètre passager, c'est ça les ordres de grandeur. Et puis après, au-delà du sujet environnemental, il y a quand même le sujet de la congestion, parce qu'un RER, c'est 1300 voitures, donc 1500 voitures. Donc plein de petits blablacar pour aller au bureau, ça ne fonctionne pas très bien. C'est moins bien qu'un tramway en RER. Dans certaines grandes villes, et pas que les villes parisiennes, et pas que les villes européennes, la congestion est devenue un des vrais sujets, il faut faire partir les voitures des villes. Exactement. Donc dans les changements de paradigme, il y a le paradigme environnemental, bien sûr. Tout le monde va continuer sa mutation. Et ça, vous allez l'accompagner comment, ce changement de paradigme? Vous allez passer du diesel à l'hydrogène? On passe du diesel à l'hydrogène, avec aussi le biogaz, avec l'électrique en phase. Vous avez un plan de marche pour cette transformation? On a un plan de marche, des objectifs. On accompagne nos clients parce que ce n'est pas toujours nous qui décidons seuls. C'est vrai. Nos collectivités locales ont aussi leur plan de marche, donc on les accompagne sur les énergies alternatives dans toute la palette, l'hydrogène étant ultime. Le must. Oui, celui qui reste encore peut-être pas complètement mature, alors qu'aujourd'hui on a des bus électriques dans plein d'endroits en France, déjà depuis plusieurs mois, voire années, dans certaines villes. À Bayonne, on a 2 lignes, à Amiens, dans plein d'endroits. On a du gaz, toute notre flotte à Lille est en gaz déjà depuis un certain temps, enfin la flotte de la métropole. Donc la mutation a déjà eu lieu. Nous, le paradigme qu'on a, c'est de redonner confiance à nos passagers et attirer de nouveaux passagers. Il faut qu'on continue ce que dans le jargon du transport on dit le report modal. Il faut qu'on continue le report modal, c'est-à-dire que les gens aient envie d'abandonner leur voiture parce qu'ils ont des moyens plus efficaces, plus rapides et qui viennent dans les transports en commun. Donc on va chercher nos anciens passagers qui ont peut-être qui ont un petit doute sur les transports collectifs et puis on va chercher des nouveaux passagers.
Alors un des outils, on n'y pense pas souvent, on pense effectivement au changement de motorisation, à tout ce qui est zéro carbone, l'hydrogène, l'électrique, mais un des outils aussi, c'est l'optimisation, l'intermodalité, vous l'avez dit, et donc le digital. Qu'est-ce que vous faites, vous, en matière de digital, pour apporter des solutions nouvelles aux passagers, possibilité de passer d'un transport public à un autre moyen de transport, le vélo, trottinette? Alors, le digital, il y a beaucoup d'axes en fait, même si ce n'est pas forcément très connu. Alors d'abord, il y a le transport à la demande, entre guillemets, je l'appelle parfois le Uber collectif, c'est-à-dire que un bus passe chercher les passagers et maintenant c'est des applications. C'est plus entre guillemets le transport à la demande d'il y a 10 ans, à la papa disent certains, où vous appeliez en général une semaine à l'avance et vous demandiez qu'on passe vous chercher à tel endroit. Là, vous allez sur votre application et il y a même des personnes âgées qui utilisent cette application et jusqu'à une demi-heure, vous pouvez réserver votre bus, votre navette. Donc ça, c'est les outils de circulation, type les grands outils de circulation qu'utilisent les Google, les Via ou que nous avons nous-mêmes développés. Donc ça, c'est un premier axe du digital. Le transport à la demande qui a une vraie transformation. Il y a l'occupation prédictive des bus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous indiquer au fur et à mesure combien il y a de personnes dans le bus que vous voulez prendre. Donc vous pouvez choisir de prendre le bus de 15h ou de 15h05 ou de 15h10, suivant le nombre de personnes qu'il y a dans le bus. Donc on a des modèles d'occupation de ces bus et à la fois des capteurs et de la simulation de données. Donc ça c'est un deuxième axe. Un élément de confort important. Voilà, puisque c'est une des craintes, c'est la distanciation dans les transports collectifs. Donc ça c'est et de sécurité sanitaire. Oui, voilà, de sécurité sanitaire. Et puis d'une manière générale, c'est toute la gestion de données, c'est-à-dire de mieux comprendre les déplacements et de pouvoir dimensionner les moyens en fonction de la volonté des déplacements. Dans les changements de paradigme, on va avoir le changement de paradigme, la désynchronisation des horaires. C'est éviter que tout le monde à 8 heures prenne le métro, le bus. C'est un bon moyen de décongestionner les villes, effectivement. Oui, que tout le monde n'arrive pas à la même. C'est un moyen de dimensionner aussi les transports en commun, pas pour les heures de pointe. À la réalité des besoins. Exactement. Et du coup, d'avoir une efficacité économique, puisqu'on est aux rencontres économiques, qui soit plus pertinente. Et ça, il y a beaucoup de villes qui pratiquent ces nouveaux temps de la ville. Et il faut quoi? Il faut arriver à coordonner l'éducation nationale pour l'ouverture des écoles, les entreprises pour les bureaux. C'est ça. Comment on arrive à modéliser ça? C'est pas si simple. Il y a un certain nombre de villes qui ont commencé. Alors en France, il y a une ville modèle. Rennes a très tôt essayé de travailler là-dessus avec ses universités. En particulier quand il y a des campus universitaires, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Vous avez des villes dans le monde qui ont lancé ça. On peut travailler avec des hubs de zones commerciales aussi ou de zones d'activité portuaire. Donc c'est pour essayer Et pour inciter ou désinciter les gens à prendre leur voiture, il faut aussi penser au retour. Vous travaillez aussi sur la nuit. On travaille, donc le transport à la demande, comme je l'indiquais, est un moyen. Nous avons aussi, ça fait partie aussi du digital, les véhicules autonomes, en particulier adaptés pour les derniers kilomètres, pour des trajets en complément des lignes ou pendant des conditions difficiles. Donc de nuit par exemple, ou dans des zones peu fréquentées, ou dans des zones qui peuvent ne pas inspirer confiance. Donc le véhicule autonome est aussi une solution. Alors de manière généralisée, c'est pas pour tout de suite. Mais aujourd'hui, on en a qui fonctionnent et qui font des derniers kilomètres entre une gare et une zone d'activité commerciale, par exemple. Donc, Et alors, est-ce que vous constatez ou vous préparez à constater des changements importants aussi dans la façon, le type de déplacement que les gens vont vouloir faire? Ceux qui vont télétravailler 3 jours, venir uniquement 2 jours à leur bureau, rester en ville 2 jours. Est-ce que vous avez l'impression que les mobilités vont être la grande révolution, finalement, de cette après-crise, parce qu'on va vouloir plus de souplesse, plus de flexibilité? Probablement dans les paradigmes nouveaux, il y a la coordination entre les transports collectifs et ce qu'on appelle les mobilités douces ou les mobilités actives. Donc la marche à pied et le vélo. Et c'est comment on fait fonctionner ces 3 modes, le transport collectif, la marche à pied et le vélo ensemble. Nous, on croit à la collaboration de ces moyens. On pense que d'abord on incite les gens à marcher à pied ou à prendre le vélo en complément du transport collectif. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille pour des raisons sanitaires, de bonne santé, de bon dimensionnement aussi des transports collectifs sur certains tronçons. Il y a des tronçons qui sont congestionnés et que vous pouvez décongestionner juste parce que quelques personnes auront marché à pied
pour 2 stations. Et donc là aussi, c'est comment on repense ces transports avec le sujet de la distanciation et le sujet qu'on ait du plaisir à aller dans les transports collectifs. Voilà, comment on rend les transports collectifs. Il y a des pays où ils sont où les cadres vont plus facilement, où il y a une image plus positive des transports collectifs. Il faut qu'on y travaille tous pour se mettre au meilleur niveau. Vous avez aussi, les femmes vont plus dans les transports collectifs que les hommes. Donc pourquoi? Il faut travailler à cette dimension. Pourquoi est-ce que les hommes veulent plus leur voiture que les femmes? Vous avez sûrement une réponse. Non, je dis peut-être qu'une vision de la croissance inclusive durable peut-être plus forte chez les femmes, mais c'est un moyen de transport qui est probablement aujourd'hui, dont on doit travailler l'image de marque et cette capacité à attirer des nouveaux usagers. Est-ce que vous avez mesuré, enfin j'imagine que vous l'avez fait, mais qu'est-ce que la crise vous a coûté financièrement? Est-ce que vous dites en combien de temps vous allez pouvoir rattraper, notamment poursuivre votre plan d'investissement? Alors, nous, on fait partie d'un écosystème qui est l'écosystème de nos clients, collectivités locales. Donc la crise, elle a été extrêmement forte pour l'ensemble des collectivités locales. Et probablement d'ailleurs, les plans de relance européens n'ont pas donné autant d'importance qu'ils devraient au transport de proximité. Parce que le transport de proximité, par rapport à d'autres modes de transport, n'a pas tant été mis au cœur des plans de relance alors qu'ils sont déterminants. Donc on a tous été fortement touchés. Les collectivités locales ont perdu des recettes commerciales. Nous aussi, évidemment, bien sûr. On a perdu des recettes fiscales. Donc voilà, la dynamique est en train de repartir. Hein. Je pense qu'on attend 5-6% de croissance en France. Nous, on voit la montée de la fréquentation quand même, hein, de semaine après semaine. Mais on n'est pas encore revenu à notre 100% de fréquentation de pré-crise. Il y a eu un débat pendant les élections régionales en France, il y a eu aussi dans d'autres pays, sur la gratuité des transports en commun. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et quel nouveau mode de financement collectif? Alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains publics, en tout cas pour les jeunes, vous pourriez imaginer. Alors, la gratuité, c'est un terme ambivalent puisque c'est payé par les impôts au lieu de payer par le tarif. Oui, juste pour être clair. Il y a quelqu'un qui paye. Pour reclarifier quand même le débat. Ou alors il faut aller à pied. Voilà, donc c'est plus comme ça qu'il faut le reposer. Est-ce qu'il vaut mieux des impôts ou du tarif? Là aussi, c'est une décision des pouvoirs publics, hein, en général. Mais si on partage 2-3 idées, première idée très importante, c'est pas les tarifs à zéro qui font bouger des gens de la voiture vers les transports en collectif. Souvent, vous faites bouger des gens qui sont à vélo et à pied vers les transports collectifs, mais des gens qui conduisent leur voiture tous les matins, c'est pas la gratuité qui les fait venir dans les transports en commun, c'est l'existence d'une offre. C'est un trajet qui leur convient. Donc l'idée qu'on va attirer plus de monde et qu'on va sortir de l'autosolisme, de la voiture en solo, comme on dit, vers les transports en commun par les tarifs à zéro, c'est pas une idée que nous, on constate sur le terrain. Voilà, c'est un premier sujet qui milite plutôt pour ne pas aller vers cette politique tarifaire, entre guillemets. Et puis après, les deux autres éléments très classiques sur le sujet, c'est d'abord, on peut faire tous les tarifs sociaux qu'on veut, c'est-à-dire que une ville comme Lille, par exemple, elle doit avoir à peu près 45% des usagers qui bénéficient d'un tarif aménagé, ou solidaire, ou personnes âgées, ou moins de 18 ans. Donc on sait moduler les tarifs en fonction des populations qu'on veut, donc c'est plus vers ça qu'on peut aller. Puis moi, le troisième point qui me paraît très important, c'est on a besoin d'investir en ce moment dans les transports collectifs. Encore une fois, parce que je crois vraiment que c'est le ferment du développement économique durable, et donc il faut des ressources. Alors après, est-ce qu'on finance par les impôts ou est-ce qu'on finance par les tarifs? Comme il y a une certaine allergie aux impôts, je me dis que si on ne peut pas paupériser les transports collectifs, il faut garder le tarif. Voilà. Il faut garder un tarif. Il faut garder le tarif, oui. Une dernière question sur les conséquences de la crise. Vous avez parlé de ces hommes qui refusent de quitter leur voiture, mais il y a aussi la crainte, certainement, parfois légitime, de ceux qui ont peur de se contaminer. Et donc Est-ce que vous avez constaté effectivement qu'il y a eu ce réflexe pendant la crise de retour vers la voiture? Et on voit qu'un certain nombre de villes, pas seulement à Hidalgo, à Paris, hein, plusieurs villes, à Lyon aussi, essayent de prendre des mesures pour réduire justement cette possibilité de la voiture de traverser les villes. Et donc, l'avenir, si on se projette à 5 à 10 ans, c'est on ne pourra plus prendre sa voiture en ville. Est-ce qu'on peut imaginer
des villes sans voiture, et donc pour vous, plus de place peut-être pour offrir plus de solutions. Oui, il y a des villes en effet qui commencent à réfléchir à ces problématiques. Il y a ce qu'on appelle aussi les zones de faible émission qui sont en cours de réflexion. Là, je partais surtout des centres-villes. Oui. Le centre de Paris, Anne Hidalgo a dit traverser Paris d'Est en Ouest, c'est fini. À Lyon, ils sont en train, peut-être pas aussi radical, mais d'envisager des mesures de ce genre. Mais les jeunes Parisiens, ils ne passent plus leur permis de conduire. Pourquoi ils ne passent plus leur permis de conduire? Parce qu'ils n'éprouvent pas le besoin de prendre leur voiture, parce qu'il y a une offre de transport qui est très grande. Ils attendent la voiture autonome, à mon avis. Non, je pense qu'ils utilisent les transports collectifs. Moi, j'ai 3 filles qui sont très âgées et qui utilisent les transports collectifs et qui, tous les jours, me disent la richesse des transports collectifs. Et qui vous disent pourquoi passer le permis de conduire, c'est ringard. Exactement. J'ai les mêmes à la maison. Ben voilà. Donc le transport collectif est une réponse et ce qu'il faut, c'est travailler dans un certain nombre de... Ici à Aix, on a du transport à la demande. On ne peut pas mailler tout le territoire de Aix. Si vous avez pris nos petites lignes orange ici, l'Express et puis tout ce qui fait le centre-ville, on complète ça avec du transport à la demande qui couvre 7 secteurs. Et voilà, c'est un complément qui permet de répondre à des demandes plus ponctuelles. Pour ceux qui n'ont pas une offre de transport, parce qu'on ne peut pas avoir de transport collectif partout, la voiture reste quand même un des usages de liberté. Bien sûr. Donc il faut quand même passer sur son permis, les enfants. Oui. En attendant que Elon Musk vous résolve. Et puis aller vers des véhicules qui vont être moins émissifs aussi. Absolument. Merci beaucoup Marie-Ange Debon d'être venue sur le plateau de la Grande Tribune de la Relance.